J'ai entendu ma belle-fille dire à ses amis, « Maintenant, je vais enfin me débarrasser de cette mégère et que je méritais une chambre dans une maison de retraite. » Mais quand j'ai lu le testament, c'est elle qui a dû faire ses valises. La maison funéraire sentait le mensonge et le chagrin. Je me tenais à côté du cercueil de Noah, ma main tremblante alors que je touchais une dernière fois sa joue froide. Mon fils unique, mon beau garçon. Comment cela a-t-il pu arriver? À 68 ans, je n'aurais jamais imaginé survivre à mon enfant. Aucun parent ne devrait le faire. Le cancer l'a pris si vite, 3 mois entre le diagnostic et la mort. Pas assez de temps pour dire tout ce qu'il fallait dire. Pas assez de temps pour se préparer à un monde sans lui. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville depuis laquelle vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est allée. Madame Harrison, voudriez-vous vous asseoir? La voix du directeur des pompes funèbres était douce, exercée dans l'art de réconforter les personnes endeuillées. J'acquiesçais d'un air engourdi et me laissais guider vers la première rangée de chaises. Les gens approchaient sans cesse, murmurant leurs condoléances. Je n'entendais pas vraiment à cause du rugissement dans mes oreilles. J'ai accepté leurs câlins et leurs poignées de main machinalement, une marionnette effectuant les mouvements de l'interaction humaine. Rien ne semblait réel. Comment le monde pouvait-il encore tourner après le départ de Noah? Elisabeth, ma belle-fille de 15 ans, était assise à côté de moi dans une robe noire parfaitement repassée, son maquillage impeccable malgré les larmes qu'elle essuyait périodiquement avec un mouchoir monogrammé. Elle avait été la chérie de Noah à l'université. Je l'avais accueillie dans notre famille à bras ouverts. Je l'aimais comme la fille que je n'ai jamais eue. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle en me serrant la main avant de se lever gracieusement et de se diriger vers le fond de la pièce. Je l'ai regardé partir, me demandant comment nous pourrions nous soutenir mutuellement à travers cela. Noah avait été notre pont, notre terrain d'entente. Quelle serait notre relation maintenant? Quelques minutes plus tard, j'ai dû aller aux toilettes. Mon arthrite s'aggravait et je devais prendre mes médicaments. J'ai avancé lentement dans le couloir, en utilisant ma canne comme support. Alors que je m'approchais de la petite alcôve où se rassemblaient les fumeurs, j'entendis la voix d'Elisabeth anormalement brillante et soulagée. Mon Dieu, je pensais que cette journée ne finirait jamais. Tant de gens viennent me voir, me disent à quel point ils sont désolés, me demandent ce qu'ils peuvent faire. Elle poussa un soupir dramatique. Comme si j'avais besoin de leur ragoût et de leur pitié. Une femme rit doucement. Au moins, c'est presque fini. Que se passe-t-il ensuite? La voix d'Elisabeth se durcit. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette vieille mégère. Je me figeai, mon cœur battant dans ma poitrine. Elle ne pouvait pas parler d'Olga. Bien sûr, Olga, la voix d'Elisabeth était pleine de mépris. Noah a insisté pour qu'elle vive avec nous après la mort d'Harold. Elle n'a nulle part où aller, Lise. Elle est toute seule, Lise. Eh bien, maintenant Noah est parti, et je n'ai plus besoin de faire semblant. Que vas-tu faire d'elle? Il y a une maison de retraite tout à fait convenable à la périphérie de la ville. Elisabeth rit, un son que j'avais toujours trouvé musical mais qui me paraissait maintenant cruel. Elle approche les 70 ans. De toute façon, c'est là qu'elle appartient. Ne va-t-elle pas le combattre, encore la première femme? Avec quelles ressources? La maison est à mon nom. Noah et moi nous en sommes assurés à la mort de son père. Elle nous a tous aidés, tu te souviens? Pour éviter l'homologation, nous le lui avons dit. La voix d'Elisabeth tomba à un murmure moqueur. La vieille chauve-souris ne se rend même pas compte que Noah m'a tout laissé. Dans une semaine, elle fera ses valises. J'ai agrippé ma canne si fort que mes jointures sont devenues blanches. La salle de bain oubliée, je me retirai silencieusement, tout mon corps tremblant. Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant toutes ces années? Je pensais qu'Elisabeth m'aimait. Je pensais que nous étions une famille. De retour dans la salle d'observation, j'ai regardé le visage paisible de mon fils avec de nouveaux yeux. Avait-il su ce que sa femme ressentait réellement pour moi? Aurait-il fait quelque chose différemment s'il l'avait fait? J'ai essuyé mes larmes et redressé ma colonne vertébrale. Je ne laisserai pas Elisabeth me voir brisée. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour Noah. Le reste des funérailles s'est déroulé dans le flou. J'ai accepté d'autres condoléances, j'ai parlé brièvement lors du service, j'ai regardé pendant qu'il descendait mon fils dans le sol. Pendant tout cela, Elisabeth est restée proche, son bras lié au mien et l'image parfaite d'une épouse en deuil soutenant sa belle-mère au cœur brisé. Mais maintenant,
je savais mieux. Maintenant, j'entendais la fausseté dans sa voix lorsqu'elle disait « Nous allons surmonter ça ensemble, Olga ». Maintenant, je sentais l'impatience dans son contact alors qu'elle me guidait vers la voiture. Alors que nous rentrions chez nous en silence, j'ai regardé par la fenêtre le paysage qui défilait, me demandant où j'allais, ce que je ferais. Je n'avais pas d'argent propre, ayant tout donné à Noah et Elisabeth il y a des années. Pas de maison, sauf celle dont Elisabeth voulait maintenant que je sorte. Mais il y avait une chose qu'Elisabeth ne savait pas. Quelque chose que Noah m'avait dit lors d'une de nos dernières conversations privées alors qu'Elisabeth était en train d'organiser des soins palliatifs. « Maman » avait-il murmuré, la voix faible mais les yeux clairs. « Je dois te dire quelque chose d'important concernant mon testament. » Je me suis retourné pour regarder le profil d'Elisabeth pendant qu'elle conduisait, son visage calme et calme. Laissez-la penser qu'elle a gagné. Laissez-la faire ses plans. La lecture du testament était prévue pour demain. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Comment pourrais-je, avec les mots d'Elisabeth résonner dans ma tête, cette vieille mégère, me débarrasser enfin d'elle, la maison de retraite est de toute façon sa place. Alors que j'étais allongé dans la chambre d'amis, jamais vraiment la mienne malgré le fait que je vis ici depuis 5 ans, les souvenirs m'ont submergé comme des vagues. Chacun plus douloureux que le précédent maintenant que je les voyais à travers cette nouvelle lentille de trahison. Je me suis souvenu du jour où Harold est mort, il y a 8 ans. Mon mari depuis 40 ans, subitement disparu d'une crise cardiaque. Noah et Elisabeth étaient venus immédiatement, m'aidant à organiser les funérailles et m'accompagnant pendant ces premières nuits terribles. C'était Elisabeth qui m'avait suggéré de vendre ma maison et d'emménager avec eux. « Maman, ça n'a aucun sens pour toi de te démener toute seule dans cette grande maison », avait dit Noah, les bras autour de sa femme. « Nous avons beaucoup de place et nous pourrions utiliser l'argent de la vente pour investir dans votre avenir », avait ajouté Elisabeth. « Vous n'aurez donc jamais à vous soucier des finances. » Cela lui avait semblé si raisonnable à l'époque, si affectueux. J'ai vendu la maison qu'Harold et moi avions construite ensemble, la maison où Noah avait grandi. J'ai donné à Noah et Elisabeth l'argent 287 000 $ à investir. Je n'ai jamais vu de déclaration, je n'ai jamais demandé où était passé l'argent. Je leur ai fait entièrement confiance. Je me suis levé du lit et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant l'élégante cour avec sa piscine et ses jardins paysagers professionnellement aménagés. L'acompte pour cette maison provenait de mon argent. La rénovation qui a ajouté la piscine et la cuisine extérieure, mon argent aussi. Mais la maison était à leur nom, tout comme la cabane de vacances à la montagne, que nous avions achetée avec la dernière assurance vie d'Harold à des fins fiscales. Elisabeth avait expliqué, c'est plus simple ainsi. Je ne l'avais jamais remis en question. Pourquoi le ferais-je? Ils étaient de la famille. Je me dirigeai vers la commode et ouvris le tiroir du bas, sortant le vieil album photo que j'y gardais. Photos de Noah bébé, enfant en bas âge, adolescent dégingandé. Noah à la remise de ses diplômes universitaires. Noah et Elisabeth le jour de leur mariage. Je me suis arrêté devant une photo de nous tous à la fête du 10e anniversaire de Noah et Elisabeth. Elisabeth se tenait légèrement à l'écart, son sourire n'atteignant pas vraiment ses yeux. Les signes étaient-ils là depuis le début? Il y avait aussi d'autres souvenirs. Des petits moments que j'avais écartés à l'époque. L'impatience d'Elisabeth lorsque je mettais du temps à monter et descendre de la voiture à cause de mon arthrite. Elle soupire quand je lui demande de l'aide avec la technologie. La façon dont elle organisait des réunions de famille lorsque mon club de bridge se réunissait, puis agissait avec déception lorsque je choisissais de respecter mon engagement envers mes amis. Tu sais à quel point la famille est importante pour Noah, disait-elle, me culpabilisant d'avoir une vie en dehors d'elle. Et il y avait les petits-enfants, Ethan, 13 ans, et Lily, 10 ans, que j'aimais de tout mon cœur. Elisabeth avait toujours contrôlé mon temps avec eux, limitant les visites, supervisant nos interactions comme si elle ne me faisait pas confiance seule avec eux. Les enfants ont leur routine, expliquait-elle. Trop d'excitation n'est pas bon pour eux. J'avais tout accepté, reconnaissante d'être incluse dans leur vie. Quel idiot j'avais été. Alors que l'aube se levait, j'ai fait une autre réalisation troublante. Au cours des derniers mois, à mesure que le cancer de Noah progressait, Elisabeth avait été particulièrement occupée. Laissant souvent Noah sous ma garde pendant qu'elle s'occupait de questions professionnelles urgentes. Elle aussi avait commencé à s'habiller différemment. Des vêtements plus stylés, une nouvelle coupe de cheveux, un maquillage subtil, même juste pour faire des courses. À l'époque,
je pensais que c'était peut-être sa façon de maintenir une certaine normalité face à la maladie de Noah. Maintenant, je me demandais s'il y avait quelqu'un d'autre. Je me suis souvenu du SMS que j'avais aperçu sur son téléphone il y a 2 semaines lorsqu'elle m'avait demandé de retrouver son chargeur. Un message d'un certain Ryan, j'ai hâte de vous revoir. La dernière fois, c'était incroyable. Je me suis dit que ce devait être un associé. Elisabeth travaillait dans l'immobilier. Elle était toujours en réseau. Mais maintenant, les pièces se mettaient en place. Les voyages d'affaires d'Elisabeth se prolongeaient souvent le week-end. Les appels téléphoniques à voix basse, à huis clos. Les nouveaux vêtements, le maquillage subtil. Elle avait eu une liaison pendant que mon fils était mourant. La rage qui m'envahissait ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu auparavant. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle trahir mon fils, projeter de me rejeter et probablement prendre tout ce pour quoi nous avons travaillé pour commencer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre? J'étais toujours assis là, l'album photo à la main, quand on frappa doucement à ma porte. Grand-mère? C'était Ethan, mon petit-fils. Tu es réveillé? Maman m'a dit de te dire que nous partons pour le bureau de l'avocat dans 1 heure. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant avant d'ouvrir la porte. Ethan ressemblait tellement à Noah à cet âge, les mêmes yeux sérieux, le même capuchon au sommet de sa tête. Merci, chérie. Je serai prêt. Il hésita, puis s'avança et me serra violemment dans ses bras. Papa me manque, murmura-t-il. Je sais, chérie. Il me manque aussi. Par-dessus l'épaule d'Ethan, j'ai vu Elisabeth apparaître dans le couloir. Elle a souri de ce faux sourire sucré et a dit, ne dérange pas grand-mère trop longtemps, Ethan. Elle doit se préparer. Ses yeux rencontrèrent les miens, froids et calculateurs. Aujourd'hui est un jour important. Oui, pensai-je en fermant la porte pour m'habiller. Aujourd'hui est en effet un jour important. Le jour où Elisabeth apprend que ses projets pourraient ne pas se dérouler exactement comme elle l'espérait. Car lors d'une de nos dernières conversations privées, alors que Noah était lucide et qu'Elisabeth était absente, il m'avait serré la main avec une force surprenante. Maman, avait-il dit. J'ai regardé et écouté. J'ai vu des choses, appris des choses. J'ai besoin que vous le sachiez. J'ai pris des dispositions. Je n'avais pas compris à l'époque, mais je commençais à le comprendre maintenant. Le cabinet d'avocats Bradley & Associates occupait tout le dernier étage d'un modeste immeuble du centre-ville. Alors que nous entrions dans la salle de conférence, je m'appuyais lourdement sur ma canne, le poids du chagrin et de l'anxiété rendant chaque pas laborieux. Elisabeth marchait devant, le dos droit, ses talons de marque claquant avec assurance sur le parquet. Elle s'était habillée comme pour une réunion d'affaires plutôt que pour la lecture du testament de son mari, un tailleur pantalon noir élégant qui parlait d'efficacité plutôt que de deuil. Ethan et Lily nous suivirent, anormalement calmes. J'ai tendu la main pour toucher l'épaule de Lily et elle s'est rapprochée de moi. Au moins, ils voulaient toujours mon réconfort, malgré tout ce qu'Elisabeth avait pu leur dire. Monsieur Bradley, l'avocat de Noah depuis une décennie, nous a accueillis avec la solennité appropriée. C'était un homme mince avec des lunettes à monture métallique et des cheveux gris clairsemés, mais sa poignée de main était ferme alors qu'il nous guidait vers nos sièges. Merci à tous d'être venus, commença-t-il en mélangeant les papiers devant lui. Je sais que c'est une période difficile. Noah a été très précis sur ses souhaits, et il est de mon devoir de m'assurer qu'ils soient exécutés exactement comme il l'avait prévu. Elisabeth hocha la tête, son expression grave mais posée. Sous la table, j'ai remarqué ses doigts tapotant impatiemment contre sa cuisse. Avant de commencer la lecture officielle, je dois mentionner que Noah a apporté des modifications à son testament il y a environ 6 semaines, a déclaré Monsieur Bradley. Les doigts d'Elisabeth s'immobilisèrent. Des changements? Quel genre de changement? Il ne m'a jamais parlé de changement. Monsieur Bradley la regarda par-dessus ses lunettes. Oui. Eh bien, il est venu me voir en privé. Il a été très clair sur ses instructions. Une lueur d'incertitude traversa le visage d'Elisabeth si brève que j'aurais pu la manquer si je ne l'avais pas guettée. Je vois, dit-elle, sa voix légèrement plus haute que la normale. Eh bien, continuez alors. Tout d'abord, a commencé Monsieur Bradley, concernant la résidence familiale située au 1742 Maple Avenue et la propriété de vacances à Lectao. J'ai retenu mon souffle. Il s'agissait des propriétés achetées avec mon argent, des maisons que j'avais contribué à créer mais sur lesquelles je n'avais aucun droit légal.
Les deux propriétés doivent être placées dans une fiducie familiale, avec Olga Harrison nommée fiduciaire. La fiducie précise qu'Olga a le droit de vivre dans l'une ou l'autre propriété pour le reste de sa vie. À son décès, les deux propriétés seront transférées à Ethan et Lily Harrison pour être partagées à parts égales. Le visage d'Elizabeth s'est vidé de ses couleurs. C'est impossible, dit-elle d'une voix tendue. Les maisons sont à mon nom. Noah ne peut pas juste. En fait, l'interrompit gentiment Monsieur Bradley, alors que la maison familiale a effectivement été achetée à vos deux noms, Noah a transféré ses intérêts dans les deux propriétés dans une fiducie il y a 3 ans, avec votre signature sur les documents de transfert. La propriété Tao n'a jamais été à votre nom, contrairement à ce que vous auriez pu croire. Elle a été achetée directement dans la fiducie. Je me souvenais d'avoir signé des papiers il y a 3 ans en juste une planification successorale de routine, avait dit Noah. Elizabeth avait été agacée à ce moment-là, prétendant que ce n'était pas nécessaire. Noah l'avait-il déjà soupçonné? En ce qui concerne les actifs financiers de Noah, a poursuivi Monsieur Bradley, ses comptes de retraite, qui s'élèvent à environ 875 000 $, doivent être répartis comme suit, 60% dans une fiducie pour l'éducation et les besoins d'Ethan et Lily, avec Olga nommée comme fiduciaire, 20% directement à Olga pour ses soins et son entretien, et 20% à Elizabeth. Le sang-froid d'Elizabeth se brisa. 20%? C'est tout? Il doit y avoir une erreur. Sa voix monta brusquement. Je suis sa femme. Il n'y a pas d'erreur, Madame Harrison. J'ai rédigé ces documents moi-même, sur instruction explicite de Noah, alors qu'il était mourant. Elizabeth se leva, sa chaise raclant bruyamment. Il n'était pas sain d'esprit. Il prenait des médicaments. Ce testament peut être contesté. L'expression de Monsieur Bradley est restée calme. Noah était parfaitement lucide lorsqu'il a effectué ces changements. J'ai évalué moi-même ses compétences et nous avons demandé à son médecin de fournir une déclaration écrite confirmant sa capacité mentale. Je déconseille de contester le testament, Madame Harrison. Cela serait coûteux, prendrait du temps et aurait peu de chances de réussir. Elizabeth regarda autour d'elle avec frénésie, comme si elle cherchait un allié dans son indignation. Son regard se posa sur moi et la haine nue dans ses yeux me fit tressaillir. Toi, siffla-t-elle. C'est vous qui avez fait ça. Vous avez retourné mon mari contre moi. Je n'ai rien dit, trop abasourdi par ces révélations pour former des mots. Noah m'avait protégé. Avait-il su depuis le début ce qu'Elizabeth préparait? Monsieur Bradley s'éclaircit la gorge. Il y a plus, Madame Harrison. Noah a laissé une lettre scellée à lire au cas où vous contesteriez une partie de son testament. Il brandit une enveloppe. Voulez-vous que je le lise maintenant, ou préférez-vous continuer avec les dispositions restantes? Elizabeth se laissa tomber sur sa chaise, son visage étant un masque de fureur et d'incrédulité. Continuez, dit-elle en serrant les dents. L'entreprise familiale, Harrison Design Group, doit également être placée en fiducie, avec 75% de propriétés transférées à Ethan et Lily, qui seront gérées par un conseil d'administration jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans. Les 25% restants sont alloués aux employés actuels de l'entreprise par le biais d'un plan de participation aux bénéfices que Noah a établi le mois dernier. Les mains d'Elizabeth tremblaient maintenant. Et de quoi suis-je censé vivre exactement? Monsieur Bradley a ajusté ses lunettes. En plus de votre part des comptes de retraite, Noah vous a établi une allocation mensuelle de 3 000 $ à poursuivre pendant une période de 5 ans ou jusqu'à votre remariage, selon la première éventualité. Se remarier? Le rire d'Elizabeth était cassant. Je viens de perdre mon mari. Oui, dit Monsieur Bradley, son ton neutre mais ses yeux connaisseurs. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressante sa mention spécifique du remariage. Les jours qui ont suivi la lecture du testament ont été comme vivre dans l'œil d'un ouragan. Elizabeth traversait la maison avec une fureur à peine contenue, claquant les portes et ne me parlant qu'en cas d'absolue nécessité. Lorsqu'elle s'est adressée à moi, sa voix était pleine de venin. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit le premier soir en me coinçant dans la cuisine. Noah a été manipulé. Il ne pensait pas clairement. J'ai croisé son regard fixement. Noah protégeait sa famille, ses enfants et sa mère. Comme il aurait dû le faire. Son rire était cruel. La famille? Tu penses que c'est une question de famille? C'est une question d'argent, Olga. Mon argent. La vie que j'ai construite avec Noah et que tu essaies de voler. Je n'ai jamais demandé à Noah de modifier son testament, dis-je doucement.
Je ne le savais même pas jusqu'à hier. Menteur. Elle s'est rapprochée, son doigt pointant l'air à quelques centimètres de mon visage. Vous avez joué la carte de la vieille dame impuissante. Vous l'avez culpabilisée. Eh bien, je ne vous laisserai pas vous en sortir. Je conteste le testament. Et elle l'a fait. 3 jours plus tard, j'ai reçu des papiers légaux. Elizabeth avait embauché Winston Green, un avocat de haut niveau connu pour ses tactiques agressives dans les affaires de divorce et d'homologation. Le procès affirmait que Noah avait été indûment influencé et manquait de capacité testamentaire lorsqu'il avait modifié son testament. J'ai appelé Janet Peterson, ma plus vieille amie et juge à la retraite, en larmes. Janet, je n'ai pas d'argent pour payer des avocats. Tout ce que j'avais est allé dans ces maisons. Ne t'inquiète pas, dit fermement Janet. Je sais exactement de qui tu as besoin. C'est ainsi que j'ai rencontré Marian Chen, une formidable avocate âgée qui a examiné ma situation et a accepté de me représenter moyennant des honoraires réduits, payables une fois l'affaire résolue. Il s'agit de maltraitance envers les personnes âgées, a déclaré sans embâche Marian lors de notre première rencontre. Exploitation financière. Noah a reconnu ce qui se passait et a pris des mesures pour vous protéger. Maintenant, nous allons terminer ce qu'il a commencé. La première démarche d'Elizabeth a été d'essayer de me forcer à quitter la maison pendant que l'affaire était en cours. Marian l'a bloqué avec une ordonnance temporaire. Sa deuxième stratégie consistait à limiter mon accès aux petits-enfants. Ils ont besoin de stabilité en ce moment, a déclaré Elizabeth aux enseignants des enfants et à nos voisins. L'état mental d'Olga est préoccupant. Elle lance des accusations farfelues, retourne les enfants contre moi. C'est de la paranoïa des aînés, disent les médecins. Bien sûr, je n'avais consulté aucun médecin, mais les rumeurs se répandaient. Ethan et Lily rentraient de l'école en posant d'étranges questions. « Grand-mère, es-tu malade ?» demanda Lily un après-midi, son petit visage plissé d'inquiétude. « Maman dit que tu devras peut-être aller dans un hôpital spécial. » Mon cœur s'est brisé. « Non, chérie, je ne suis pas malade du tout. »« Alors pourquoi maman dit-elle ces choses ?» demanda Ethan. À 13 ans, il est en âge de ressentir les tensions, de questionner les contradictions. J'ai choisi mes mots avec soin. Ta mère et moi avons des idées différentes sur ce qui devrait arriver maintenant que ton père est parti. Mais nous t'aimons tous les deux beaucoup. Elizabeth entra à ce moment-là, ses yeux se plissant en nous voyant ensemble. Les enfants, allez faire vos devoirs, ordonna-t-elle. Après leur départ à contre-cœur, elle s'est tournée vers moi. Ne leur remplissez pas la tête de votre version des événements. Je ne leur ai rien dit, dis-je. Elle renifla avec incrédulité. N'oubliez pas que peu importe ce que dit le testament, je suis leur mère. Je décide de ce qui est le mieux pour eux. La bataille judiciaire s'éternise. L'avocat d'Elizabeth a déposé requête après requête, chacune exigeant une réponse. Chacun drainant les ressources de la fiducie ou des ressources destinées à l'avenir des enfants. C'était une guerre d'usure. Elle pariait que j'abandonnerais plutôt que d'épuiser leur héritage. Puis est arrivé le jour où j'ai trouvé Elizabeth dans le bureau à domicile de Noah, fouillant dans son bureau. « Que fais-tu » ai-je demandé depuis la porte. Elle sursauta, puis me lança un regard noir. « C'est toujours ma maison. Je peux fouiller dans les affaires de mon mari si je le souhaite. »« Vous cherchez quelque chose de spécifique » ai-je observé. « Qu'est-ce que c'est » Elizabeth ferma le tiroir. « Ça ne vous concerne pas. » Mais j'en avais assez vu. Elle s'était concentrée sur une section où Noah conservait ses papiers personnels. Que cherchait-elle? De quoi avait-elle peur? Ce soir-là, après qu'Elizabeth soit sortie avec Ryan, je présumais, même si elle prétendait que c'était un dîner d'affaires, je suis allé moi-même au bureau. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je sentais Noah me guider. Dans le tiroir du bas, collé sous une pile de vieilles déclarations de revenus, j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvrais. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une note manuscrite. Maman, si tu lis ceci, les choses se sont déroulées comme je le craignais. Elizabeth a montré son vrai visage. Les preuves dont tu as besoin se trouvent sur ce disque. Dossier financier, courriel, enregistrement de conversation. J'ai commencé à les rassembler lorsque j'ai commencé à me méfier l'année dernière. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je voulais te protéger et j'avais besoin de temps pour tout sécuriser légalement avant de l'affronter.
Puis le cancer est arrivé et j'ai manqué de temps. Sache que je t'aime et que je suis reconnaissant pour tout vous avez fait pour nous. Maintenant, laissez cela vous aider à vous protéger ainsi que les enfants. En serrant la main, j'ai pris le disque dur sur mon ordinateur portable et je l'ai branché. Ce que j'ai trouvé m'a stupéfié. Des dizaines de documents, minutieusement organisés, des dossiers financiers montrant comment Elisabeth avait progressivement siphonné l'argent de leur. Je sors une enveloppe et la fais glisser sur la table vers Randall. Il le regarde, confus. Je dis, ce sont des papiers de divorce. J'ai juste besoin que vous les signiez. Le silence est irréel. Regan allait réellement. La mère de Randall dit, tu ne peux pas être sérieux. Je dis, j'ai fini et je ne change pas d'avis. Randall essaie de m'attraper le bras alors que je me lève, mais je le secoue. Je dis, ne me touche pas. Il se lève, commence à élever la voix et dit, tu gâches tout pour des blagues. Je dis, non, je le jette parce que vous ne me respectez pas, et votre famille non plus. Regan claque la main sur la table et dit, tu es juste jaloux parce que tu n'es pas l'un des nôtres. Je ris et dis, Dieu merci pour ça. Méline pose la main sur mon épaule. Nous nous tournons pour partir, mais Randall nous suit dans le hall et n'arrête pas de dire, parlons-en. Nous pouvons résoudre ce problème. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je m'arrête, me retourne et dis, tu avais toutes les chances de réparer ça. Tu as plutôt choisi de m'embarrasser. Maintenant, c'est ton tour. Alors que nous sortons, Randall me crie, tu vas le regretter, Gemma. Je ne me retourne même pas. Méline m'ouvre la porte et nous sortons ensemble. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne reculerai pas. Je leur ai donné toutes les chances de me traiter comme une personne, et ils ont échoué à chaque fois. Maintenant, c'est à mon tour de m'en aller. Prochaine mise à jour bientôt, je suis fatigué. D'accord, alors j'ai vraiment pensé qu'après ce dîner, tout serait, je ne sais pas, terminé. Mais MDR, je suppose que rien n'est jamais fait quand il s'agit de la famille de Randall. Je suis assis sur cette mise à jour depuis quelques jours parce que chaque fois que je pense que la poussière est retombée, quelqu'un trouve une nouvelle façon d'être bizarre ou mesquin. Voilà donc le désordre final, comme promis. C'est long et ce n'est probablement pas la fin nette que certains souhaitent, mais c'est juste la vie. Donc, après la confrontation au restaurant, j'ai honnêtement pensé que Randall comprendrait juste l'allusion. Il ne l'a pas fait. L'homme est tout simplement persistant d'une manière extrêmement ennuyeuse où l'on réalise que c'est la raison pour laquelle il a toujours été l'enfant en or. Il refuse simplement d'accepter quand il ne gagne pas. Le lendemain matin, je me réveille chez mes parents avec une douzaine d'appels manqués, Randall, sa mère, Regan, bien sûr, et 3 numéros aléatoires que je ne reconnais même pas. Mon père est déjà debout, prépare le café et grogne quand j'entre. Je fais défiler les messages littéralement tous des versions de « S'il te plaît, parle-moi » ou « Tu n'étais pas obligé de faire ça » ou « Soyons raisonnables ». Je coupe mon téléphone. Ma mère me demande si je vais bien. Je dis « Ouais, je suis juste fatigué ». Elle fait des gaufres. Mon plan ce jour-là est de ne rien faire, mais la mère de Randall a d'autres idées. Elle envoie un texto à ma mère, disant essentiellement que je détruis la famille, ses paroles et que Randall est tellement perdu sans moi. Ouais, d'accord. Elle demande en fait si ma mère peut me donner du sens. Ma mère, c'est tout à son honneur, dit simplement, Gemma est une adulte. Elle va s'en rendre compte. Je peux dire qu'elle a surmonté le drame à ce stade. Le lendemain, je commence le processus de déménagement de mes affaires. J'envoie un message à Randall pour lui dire que je viendrai avec mon père chercher mes affaires. Il dit qu'il sera absent. Je dis, bien. Quand nous y arrivons, rien ne bouge. Mes plantes sont sèches, mon courrier s'entasse sur le comptoir et il y a une pizza à moitié mangée sur la table. Classique. Je prépare mes affaires et mon père transporte des cartons. Aucun de nous ne parle beaucoup. Quand nous avons fini, je laisse le double des clés sur le comptoir et claque la porte quand nous partons. Plus tard, Randall envoie un SMS. Il dit, tu aurais au moins pu dire au revoir. Je ne réponds pas. Je m'attends toujours à ce que Randall essaie quelque chose de grand et de dramatique, mais honnêtement, il s'essouffle. Quelques jours passent, rien. Puis je reçois un message de sa mère. Cela fait 3 pages qu'elle me dit que je n'ai jamais compris la famille et que le mariage est une question de pardon. Elle dit, je déchire Randall. Je prends une photo et l'envoie à ma sœur. Elle répond, considérez-le comme un avertissement. Pendant ce temps,
ma propre famille en a fini avec ça. Mon père dit que je peux rester aussi longtemps que je veux, ma mère est juste heureuse que je mange sa nourriture et ma sœur n'arrête pas de m'envoyer des liens vers des appartements. La seule vraie gêne, c'est avec quelques amis communs. L'un des amis de Randall m'envoie un texto du type « Tu es sérieux à ce sujet ?» Je dis « Ouais ». Il dit « Waouh, je ne pensais pas que tu allais vraiment aller jusqu'au bout. » Je ne sais même pas quoi répondre à cela, alors je le laisse en lecture. Un autre ami me demande si je veux en parler, mais je réponds simplement « Je vais bien, merci ». Les gens agissent toujours comme s'ils voulaient du thé, mais en réalité, ils veulent juste savoir quel côté choisir. La recherche d'un appartement n'est pas amusante, mais j'ai oublié à quel point il est ennuyeux de déménager. Chaque endroit est soit trop petit, soit trop cher, ou sans simplement bizarre. J'en trouve un qui me plaît, mais il y a 2 semaines d'attente, donc je suis toujours chez mes parents. Ma mère n'arrête pas de me demander si je veux inviter quelqu'un à dîner, comme si elle essayait de rattraper la dernière décennie sans repas en famille. Mon père répare un robinet qui fuit dans la cuisine et plaisante en disant qu'au moins je ne suis pas marié à la plomberie. Environ 4 jours après le dîner, je reçois un texto d'Ariana. Regan dit aux gens que je l'ai attaqué au restaurant. Je ris. Je réponds, elle souhaite. Ariana dit, je lui ai dit de grandir. Je dis, merci, tu es le seul normal. Puis, finalement, une semaine jour pour jour après la confrontation, Randall m'envoie un SMS à partir d'un numéro aléatoire. Je fais les courses pour ma mère, je fais défiler mon téléphone dans le parking, et le voilà, s'il te plaît, parle-moi. Je plaisantais. Je ne me fâche même pas. Je viens de faire une capture d'écran, de l'envoyer à ma sœur et Méline. Méline répond, il est vraiment toujours là-dessus. Ma sœur dit, envoie-lui un emoji de clown. Je pense l'ignorer, mais honnêtement, je veux que ce soit clair, alors je réponds, moi aussi. Je faisais juste semblant d'être ta femme. Je ne reçois pas de réponse. Je bloque le numéro. Randall ne se présente jamais chez mes parents, ce qui est honnêtement un soulagement. Un ami commun m'a dit qu'il dormait chez sa mère pour le moment, et apparemment, elle n'en est pas vraiment ravie. Je suppose que le traitement de l'enfant en or a des limites. Je ne me soucie pas vraiment de ce qui lui arrive. Je veux juste trouver mon nouveau logement, remettre de l'ordre dans mes projets et redevenir ennuyeux. Le seul drame qui reste, c'est la paperasse. Je dépose les papiers moi-même, paie les frais stupides et reçois l'email de confirmation. Je le dis à ma mère. Elle me serre dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Ma sœur prépare un gâteau sur lequel est écrit « Félicitations pour votre divorce » avec un glaçage rose. Je ris tellement que j'ai failli le laisser tomber. Randall pensera probablement toujours qu'il est la victime. Sa mère continuera probablement à dire aux gens que j'étais difficile, et Regan continuera à publier des mèmes jusqu'au jour de sa mort. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je me suis défendu. Je suis sorti. Merci à tous ceux qui ont lu ces longues diatribes et ne m'ont pas dit d'être simplement la personne la plus grande. Parfois, il faut juste avoir fini. Quoi qu'il en soit, je pars arroser mes tristes plantes, manger un gâteau de divorce et peut-être faire défiler les appartements jusqu'à ce que j'en trouve un qui n'a pas de tapis bizarre ni de voisins qui jouent de la flûte à bec à minuit. Paix, Reddit. Les comptes conjoints ont été transférés vers un compte privé uniquement à son nom. Les courriels entre Elizabeth et son amant, Ryan, datant de 2 ans, discutaient de leur projet après la disparition de Noah. Les conversations enregistrées légales dans notre État sans le consentement des 2 parties étaient les plus accablantes, au cours desquelles Elizabeth discutait explicitement de mon placement dans une maison de retraite contre ma volonté et de la liquidation des biens familiaux. Une fois que la vieille chauve-souris sera enfermée et que Noah sera parti, nous vendrons tout et déménagerons en Arizona comme nous l'avions prévu, dit clairement la voix d'Elizabeth dans un enregistrement. Personne ne le remettra en question. J'étais assis sous le choc, les larmes coulant sur mon visage, alors que je réalisais toute l'étendue des efforts de Noah pour me protéger. Il le savait depuis tout ce temps alors qu'il luttait contre le cancer. Il s'était également battu pour assurer l'avenir de ses enfants et mon bien-être. Le lendemain matin, j'ai appelé Marion. « J'ai quelque chose que tu dois voir », lui dis-je. Quelque chose qui change tout. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé au plus intime, ce qui la rendait d'une certaine manière plus intimidante. Je m'assis à côté de Marion, le dos droit malgré les douleurs dans mes articulations, les mains jointes sur mes genoux pour cacher leur tremblement. De l'autre côté de l'allée, Elizabeth était assise avec son avocat, Winston Green,
un homme dont la réputation de cruauté était évidente dans la coupe nette de son costume et le froid calcul de ses yeux. Élisabeth elle-même avait l'air impeccable, comme toujours, vêtue d'une robe bleu marine conservatrice qui criait « Veuve en deuil ». Elle évitait de me regarder directement. La juge Harriet Collins, une femme d'une soixantaine d'années au visage sévère, a étudié les documents devant elle avec une intense concentration. La salle d'audience était pratiquement vide, à l'exception de quelques spectateurs. Janet était venue me soutenir et, étonnamment, Ethan était assis au dernier rang. À 14 ans, il n'était pas obligé d'y assister, mais il avait insisté. Élisabeth avait tenté de l'empêcher, mais le juge l'a autorisé après qu'Ethan lui-même ait demandé à être présent. Cette audience vise à répondre à la requête visant à contester le testament de Noah Harrison, a commencé le juge Collins. J'ai examiné les documents des deux parties. Madame Elizabeth Harrison affirme que le défunt n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a apporté ces dernières modifications et a été indûment influencé. Madame Chen, vous avez déposé une contre-requête pour rejeter entièrement la requête. Est-ce exact? Oui, votre honneur, dit Marian en se levant doucement, et nous avons soumis de nouvelles preuves qui portent directement sur cette affaire, ce qui, selon nous, rend le concours sans objet. Winston Green se leva immédiatement. Votre honneur, nous nous opposons à cette prétendue nouvelle preuve. Elle ne faisait pas partie de la découverte initiale. Elle n'a été découverte que récemment. Marian a répondu calmement, et nous avons suivi la procédure appropriée pour l'admettre. La juge Collins regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Je vais le permettre, monsieur Green. Veuillez continuer. Mademoiselle Chen acquiesça Marian. Votre honneur, nous avons la preuve que Madame Harrison était engagée dans une liaison extra-conjugale à long terme pendant la maladie du défunt, qu'elle envisageait de placer sa belle-mère en institution contre sa volonté et qu'elle avait l'intention de liquider les biens familiaux immédiatement après la mort de monsieur Harrison ou des biens destinés aux soins de ses enfants et de sa mère. Un murmure parcourut la petite salle d'audience. Le visage d'Élisabeth s'est vidé de ses couleurs. De plus, a poursuivi Marian, nous avons la preuve que Madame Harrison a discuté explicitement de ses plans avec son paramour, un certain monsieur Ryan Kendall, par courrier électronique et par conversation enregistrée, ce que monsieur Harrison a légalement obtenu dans cet état de consentement à partie unique. C'est absurde, s'écria Élisabeth en se levant à moitié de son siège. Winston Green posa une main sur son bras pour la retenir. Votre honneur, dit-il doucement, ce sont des accusations farfelues sans incidence sur la validité du testament. Même si de telles preuves existaient, ce que nous contestons, elles seraient irrecevables car elles ont été obtenues à l'insu de mon client. En fait, monsieur Green, a répliqué Marian, les enregistrements ont été réalisés par monsieur Harrison dans sa propre maison et son bureau, où il avait tous les droits légaux d'enregistrer des conversations. Les emails étaient accessibles à partir de comptes auxquels monsieur Harrison avait légalement accès, car ils étaient sur des appareils partagés et dans certains cas, des comptes conjoints. Le juge Collins a levé la main. Je vais examiner les preuves en chambre pour déterminer leur recevabilité. Pour l'instant, procédons au témoignage. Mademoiselle Chen, appelez votre premier témoin. La défense appelle Olga Harrison, a déclaré Marian. Je me suis levé en tremblant, je me suis dirigé vers la barre des témoins et j'ai prêté serment. Marian m'a guidé à travers de douces questions sur ma relation avec Noah, les arrangements financiers après la mort de mon mari et ma vie dans la maison familiale. J'ai parlé clairement, malgré ma nervosité, déterminé que les efforts de Noah pour me protéger ne seraient pas vains. Puis ce fut au tour de Winston Green de me contre-interroger. Son sourire n'atteignit pas ses yeux alors qu'il s'approchait. Madame Harrison, n'est-il pas vrai que vous dépendiez financièrement de votre fils? Oui, répondis-je honnêtement. Après la mort de mon mari, j'ai donné à Noah et Élisabeth le produit de la vente de notre maison. Et maintenant qu'il est parti, vous pouvez prendre le contrôle d'actifs importants qui autrement reviendraient à sa femme. Pratique, n'est-ce pas? Marian s'y opposa immédiatement. Argumentatif, votre honneur. Soutenu, a déclaré le juge Collins. Monsieur Green, limitez-vous aux questions, pas aux insinuations. Green a changé de tactique. Madame Harrison, avez-vous déjà reçu un diagnostic de démence ou de problème de mémoire? Non, dis-je fermement. Pourtant, vous prétendez n'avoir été au courant des modifications apportées au testament de votre fils qu'après sa mort. N'est-il pas possible que vous vous souveniez mal des conversations avec lui pendant sa maladie? J'ai croisé son regard directement. Ma mémoire est parfaitement claire, monsieur Green. Noah m'a dit qu'il avait pris des dispositions, mais il n'a pas partagé les détails.
Il voulait me protéger exactement de ce genre de confrontation. Les interrogatoires se sont poursuivis, Green essayant de me dépeindre comme une vieille femme confuse manipulant son fils mourant. Mais je suis resté stable, honnête et clair. Après ma démission, Marian a appelé son témoin surprise, Ryan Kendall. Elisabeth halta bruyamment lorsqu'un grand homme aux cheveux blonds d'une trentaine d'années entra dans la salle d'audience. Il évita de la regarder lors de sa prestation de serment. « Monsieur Kendall » commença Marian, « pourriez-vous s'il vous plaît décrire votre relation avec Elizabeth Harrison ?» Ryan bougea inconfortablement. « Nous sommes impliqués depuis environ 2 ans. » « Impliqués ? Comment exactement, romantiquement ? Intimement ? » Il déglutit difficilement. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur l'immobilier. Elle m'a dit que son mariage était pratiquement terminé, qu'elle ne resterait que jusqu'à... » « Jusqu'à quoi, monsieur Kendall ?»« Jusqu'à la mort de son mari, dit-il doucement. Elle a dit que ce n'était qu'une question de temps et que nous pourrions alors être ensemble ouvertement. » Le visage d'Elisabeth se tordit de fureur. « Espèce de traître » siffla-t-elle assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. La juge Collins a frappé avec son marteau. « Madame Harrison, contrôlez-vous, ou je vous ferai expulser. » Marian a continué méthodiquement, demandant à Ryan de confirmer l'existence de courriels et d'enregistrements, leur projet de déménager en Arizona et les intentions d'Elisabeth concernant moi et les biens familiaux. Au moment où Winston Green a commencé son contre-interrogatoire, le mal était fait. Le témoignage de Ryan avait tout corroboré sur la clé USB de Noah. Du fond de la salle d'audience, je pouvais voir le visage d'Ethan pâle, choqué, les yeux remplis de larmes alors qu'il apprenait la vérité sur sa mère. Mon cœur s'est brisé pour lui, même si je savais qu'il avait besoin d'entendre ça. À la fin de l'audience, la juge Collins a annoncé qu'elle examinerait toutes les preuves en chambre et rendrait sa décision la semaine suivante. Mais son expression alors qu'elle regardait Elisabeth m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Noé avait gagné. Même de l'extérieur, il avait protégé sa famille. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. 2 ans de guérison, de reconstruction, de recherche d'une nouvelle normalité sans Noah. La douleur de le perdre ne s'est jamais vraiment atténuée, mais elle s'est atténuée sur les bords, permettant à la joie de réapparaître. Le juge Collins a statué de manière décisive en notre faveur, rejetant la requête d'Elisabeth visant à contester le testament et confirmant tous les arrangements finaux de Noah. Elisabeth était furieuse, bien sûr. Elle a déclamé et menacé de nouvelles poursuites judiciaires. Mais son avocat l'a déconseillé. Les preuves étaient trop accablantes, le juge trop convaincu. En fin de compte, Elisabeth n'a eu d'autre choix que d'accepter la décision. Elle a pris 20% des fonds de retraite, soit près de 175 000 $, et a déménagé à Phoenix avec Ryan. Aux dernières nouvelles, ils avaient déjà rompu. Certaines relations, semble-t-il, ne sont pas construites pour durer au-delà du frisson du secret et des projets interdits. Elle a renoncé à la garde des enfants sans trop de combat, ce qui a surpris tout le monde sauf moi. J'avais vu comment elle était avec eux, belle mais distante, plus soucieuse des apparences que de leurs besoins émotionnels. Quand Ethan a annoncé qu'il voulait vivre avec moi, Elisabeth a à peine protesté. Lily était plus déchirée, mais a finalement choisi de rejoindre son frère plutôt que de déménager à l'autre bout du pays avec une mère en qui elle n'avait plus confiance. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Les enfants pleuraient non seulement leur père mais aussi la mère qu'ils pensaient connaître. Ils avaient des questions auxquelles je ne pouvais pas toujours répondre, des douleurs auxquelles je ne pouvais pas toujours apaiser. Nous avons suivi une thérapie familiale ensemble, apprenant à parler des choses difficiles et à rétablir la confiance. Pourquoi papa ne nous a-t-il pas parlé de maman ? A demandé Ethan un soir alors que nous étions assis sur la balançoire qui était l'endroit préféré de Noah. Je pense qu'il essayait de te protéger, dis-je prudemment. Il voulait la confronter pour arranger les choses, mais ensuite il est tombé malade. Après ça, sa priorité était de s'assurer que tu serais pris en charge. Il nous a sauvés, dit simplement Ethan. Il t'a sauvé aussi, grand-mère, acquiesçai-je, les larmes aux yeux. Oui, il l'a fait. Nous vivons désormais tous les 3 dans la maison familiale. J'ai pris la chambre principale, un sujet pour lequel Elisabeth s'est âprement battue, même si cela était spécifiquement indiqué dans le testament de Noah. Je l'ai redécoré simplement, en supprimant les meubles coûteux qu'Elisabeth avait choisis et en les remplaçant par des pièces confortables qui me ressemblent. Le Harrison Design Group continue de prospérer sous la direction du conseil d'administration établi par Noah. Il me consulte régulièrement,
apprécie mon apport et veille à ce que les enfants soient tenus informés de l'entreprise dont ils hériteront un jour. J'ai appris plus sur l'architecture et le design au cours des 2 dernières années que je ne m'attendais à en savoir à mon âge. Lily, aujourd'hui âgée de 12 ans, fait elle-même preuve d'un réel talent pour le design. Elle passe des heures à dessiner des bâtiments et des intérieurs, me montrant fièrement ses idées. Papa aurait adoré celui-là, dit-elle souvent, et je suis d'accord. Noah vit dans sa créativité, dans la prévenance d'Ethan, de 1000 petites façons qui me surprennent et me font sourire à travers les larmes. Ethan, à 16 ans, est devenu grand et sérieux, comme son père. Il parle déjà d'étudier le commerce et l'architecture à l'université, et de reprendre éventuellement l'entreprise. Je veux rendre papa fier, m'a-t-il dit récemment. C'est déjà fait, lui ai-je assuré. Chaque jour. Nous utilisons souvent la cabane Tao, y passons des vacances et des semaines d'été, créant de nouvelles traditions tout en honorant les anciennes. À Noël dernier, nous avons invité Janet et sa famille à nous rejoindre. La maison était pleine de rire et de chaleur. Noah aurait adoré. Elisabeth appelle les enfants lors des anniversaires et des jours fériés, sa voix artificiellement brillante. Les conversations sont brèves, gênantes. Elle n'a fait aucune tentative pour lui rendre visite, même si elle y a légalement le droit. Les enfants semblent soulagés plutôt que déçus par son absence. Quant à moi, j'ai trouvé une liberté inattendue dans le veuvage et le fait d'être grand-parent. J'ai rejoint un club de lecture, j'ai commencé à peindre à l'aquarelle et j'ai même commencé à sortir avec un gentil veuf nommé Franck, que j'ai rencontré dans un jardin communautaire. Rien de grave pour l'instant, mais ça fait du bien de prendre un café avec quelqu'un qui me fait rire, qui me regarde et voit une femme, pas seulement une mère en deuil ou une grand-mère adorée. Parfois, j'aimerais que Noah puisse nous voir maintenant. Comment nous avons guéri, comment nous sommes devenus plus forts malgré la douleur. Mais je pense que peut-être il le peut. Peut-être qu'il savait depuis le début que tout irait bien pour nous. Que les dispositions qu'il a prises nous donneraient non seulement une sécurité financière, mais aussi la chance de devenir une véritable famille, liée par l'amour et le choix plutôt que par l'obligation. Je lui parle encore parfois quand je suis seul. Je lui parle des réalisations des enfants, de l'entreprise, du contentement tranquille que j'ai trouvé dans cette vie qu'il m'a protégée. Tu serais fier, je murmure en touchant la photo de lui que je garde près de mon lit. Tu as bien fait, mon fils. Hier, c'était l'anniversaire de la mort de Noé. Nous avons visité sa tombe ensemble, nous trois, apportant des fleurs fraîches et partageant des souvenirs. Alors que nous retournions à la voiture, Ethan passa son bras autour de mes épaules. Tu sais ce que je pense que papa aimerait le plus, dit-il. Que nous sommes à nouveau heureux. Que nous avons trouvé une voie à suivre. Lily acquiesça solennellement. Et qu'Elisabeth a eu ce qu'elle méritait. J'ai souri à mes petits-enfants, ces jeunes âmes sages qui avaient traversé tant de choses mais qui restaient douces et gentilles. Je pense que vous avez tous les deux raison. Hier soir, alors que je m'installais dans mon lit, j'ai pensé à quel point ma vie avait radicalement changé par rapport à ce que j'avais craint ce jour-là lors des funérailles de Noah. Au lieu d'être abandonné dans une maison de retraite, oublié et seul, je me suis retrouvé au centre d'une famille aimante, dans une maison qui était vraiment la mienne. Entouré de souvenirs de l'amour de mon fils, je me suis souvenu des paroles cruelles d'Elisabeth prononcées alors qu'elle pensait que personne qui comptait ne pouvait l'entendre. Maintenant, enfin, je vais me débarrasser de cette vieille mégère. L'ironie ne m'a pas échappé. En fin de compte, c'est Elisabeth qui a dû faire ses valises et partir. Noah avait veillé à cela, à son dernier acte d'amour, en protégeant ceux qui le méritaient vraiment. Alors que je m'endormais, j'ai souri. On dit que bien vivre est la meilleure des vengeances. Si cela est vrai, alors cette vie tranquille et joyeuse, cette reconstruction de ce qui a été brisé est la plus douce victoire de toutes.